Bien, bonjour à tous. Jean-Christophe Corvol, je suis professeur de neurologie ici à la Pitié-Salpêtrière et je m'occupe, comme disait Alexis Brice tout à l'heure, du centre d'investigation clinique qui est situé au premier étage de l'ICM. Et donc aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous quelques résultats et vous montrer un petit peu comment on essaye ici à l'ICM, dans le cadre de la maladie de Parkinson, qui est mon centre d'intérêt principal, de s'engager vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée, la médecine de précision. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça peut s'appliquer à cette pathologie. Ça, c'est la vision traditionnelle de la maladie de Parkinson, ce qui est que on a la disparition de ces neurones de la substance noire dont a parlé Stéphane tout à l'heure, des agrégats d'alpha-synucléine, et que c'est cette disparition des neurones en question qui sécrètent la dopamine qui sont responsables des symptômes moteurs caractéristiques de la maladie, qui sont le tremblement, la lenteur et la raideur. En fait, cette notion-là très simpliste de la maladie, elle est totalement dépassée aujourd'hui et on considère que la maladie de Parkinson est surtout une maladie complexe qui va associer plusieurs causes, des facteurs individuels, certains génétiques, des facteurs environnementaux, vous savez que l'exposition à certains toxiques sont des facteurs de risque d'apparition de la maladie, des mécanismes multiples, la synucléine, mais on a vu que la neuroinflammation était importante, la mitochondrie, qui est l'organe énergétique de la cellule, tout un tas de phénomènes cellulaires finalement qui vont conduire, un, à la disparition des neurones et deux, à la diffusion de la maladie dans le cerveau. Et puis, ce n'est pas une maladie que motrice, il y a tout un cortège de symptômes non moteurs qui sont associés, les patients le savent bien, qui sont, l'un des plus connus, c'est la diminution de l'odorat qui peut même précéder l'apparition des symptômes moteurs, mais il y a aussi des troubles du sommeil, des troubles d'anxiété ou de dépression, des problèmes de constipation, de troubles urinaires, de troubles cognitifs, bref, tout un tas de symptômes qui sont liés non seulement à la perte des neurones dopaminergiques, mais aussi éventuellement à la diffusion de la maladie dans le cerveau. Alors tous ces symptômes-là n'affectent pas tous les patients. Et le traitement, lui, il est aussi grévé, il améliore une certaine partie des symptômes, surtout les symptômes moteurs, mais il va s'accompagner aussi d'effets indésirables ou de complications. Donc finalement, on n'est plus dans le cadre d'une maladie de Parkinson, mais des maladies de Parkinson qui sont individuellement complètement différentes quand on passe d'un patient à l'autre, selon le type de maladie que va avoir le patient. Donc aujourd'hui, on parle de trajectoire en fait, de maladie qui va différer selon les patients. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Donc on a les patients qui vont avoir que la forme motrice et qui vont passer à côté finalement des autres symptômes, et tant mieux pour eux. Et puis on va avoir des patients qui, eux, vont présenter des problèmes urinaires, puis des chutes ou une somnolence. Et puis des fois, ça va être dans un autre ordre. On va avoir des patients qui vont présenter des complications du traitement dopaminergique, parfois des symptômes dépressifs, d'autres qui vont avoir une constipation et puis parfois des troubles de mémoire ou de concentration. Donc en fonction du temps, la maladie va se présenter de façon très très différente d'un patient à l'autre. Et ça, on sait que c'est lié non seulement à la pathologie elle-même, mais l'effet de l'âge dedans est très important. On avance aussi en âge, et même si on n'a pas de maladie de Parkinson, on peut avoir des symptômes qui peuvent apparaître au cours du temps. Donc cette variabilité-là, elle n'est pas que théorique comme sur mon schéma. Si on regarde, ici on a mis en place une cohorte de patients, plusieurs cohortes de patients. Une d'entre elles s'appelle DIP-PD. On suit 400 patients qui sont suivis au cours du temps. On avait commencé ça en 2010. Donc maintenant on est à 6 ou 7 ans d'évolution. Et là vous voyez ce que vous voyez en fait, les petits points et puis les petits traits, c'est les trajectoires individuelles de patients. Sur un des symptômes particuliers, sur uniquement les symptômes moteurs ici. Donc c'est un score moteur, plus on est haut, plus on a de symptômes, et plus on est bas, moins on a de symptômes. Et ce qu'on peut faire mathématiquement, c'est essayer de déterminer est-ce qu'il y a des groupes à peu près homogènes de patients. Vous voyez que la variabilité est énorme, mais dans cette variabilité énorme, on peut distinguer quand même des sous-groupes de patients qui vont évoluer différemment. Ici, le groupe bleu
globalement, en moyenne, avec un intervalle de confiance, vous voyez, qui est très large, eh bien, il va progresser plus vite que les groupes rouges et que les groupes verts. Donc ça, c'est un des aspects qui est intéressant, d'essayer d'identifier déjà des trajectoires de patients différents. Alors ça, c'est vrai sur le plan moteur, que j'ai remis ici, mais on peut regarder ça aussi sur les symptômes non moteurs dont je vous ai parlé. Ça, c'est un score qui cumule le nombre de symptômes non moteurs qu'on peut avoir dans la maladie, ou sur la cognition. Et donc vous voyez ici qu'au contraire des symptômes moteurs, où le groupe bleu progressait plutôt plus vite, eh bien ici le groupe bleu il ne progresse pas tellement, il a un peu plus de symptômes moteurs au départ, non moteurs, mais finalement il reste stable au cours du temps. Il n'y a pas de diffusion de la maladie dans le cerveau. Alors que le groupe vert, qui lui progressait pas tellement sur le plan moteur, progresse plus vite sur le plan non moteur, donc sans doute une diffusion plus rapide dans le cerveau. Et puis ici la cognition. Et heureusement, on a des groupes de patients qui ne progressent pas beaucoup sur rien. Le groupe rouge, c'est finalement une maladie d'évolution lente, que ce soit sur le plan moteur, que ce soit sur le plan non moteur, ou que ce soit sur le plan cognitif. Donc vous voyez qu'avec cette étude, on a réussi à distinguer 3 grands profils, et c'est des moyennes. C'est finalement pas très pertinent au niveau individuel, puisque chaque trajectoire ici, vous voyez, elle est très en dehors finalement de la moyenne globale. Donc les défis de la médecine personnalisée, eh ben, c'est d'identifier ces différentes trajectoires, d'essayer de les rattacher à des mécanismes moléculaires particuliers pour pouvoir identifier les cibles. Pourquoi est-ce que les bleus progressent plus vite que les rouges? Quels sont les éléments moléculaires qui sont différents? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus d'inflammation? Est-ce qu'ils ont plus de synucléine? Est-ce qu'ils ont autre chose? Et si on arrive à déterminer ça, du coup, ça nous donne des cibles thérapeutiques qu'on va pouvoir proposer, et proposer de manière ciblée, c'est-à-dire dans la sous-population considérée. On ne va pas donner le même traitement au groupe bleu qu'au groupe vert, puisqu'ils n'ont pas le même type de progression et sans doute pas sous-tendus par les mêmes mécanismes moléculaires. Et puis finalement, l'objectif final, c'est de retourner sur les patients au niveau individuel pour personnaliser la prise en charge en fonction du profil particulier du patient. Alors c'est ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire avec une des approches. Il y a plusieurs façons de le faire. Une des approches qu'on a, c'est d'utiliser la variabilité génétique individuelle. On est tous différents au niveau des gènes. Là, ce qu'on regarde, ce n'est pas la maladie génétique. On ne va pas chercher un gène en particulier qui va donner la maladie de Parkinson. On le fait aussi d'ailleurs dans le laboratoire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de trouver les particularités génétiques de chacun qui vont faire qu'on va progresser différemment. Soit être bleu, soit être rouge, soit être vert. Donc en fait, dans cette population très hétérogène de patients, on va essayer de déterminer, donc j'ai dit les gènes causaux, mais ici ce dont on parle, c'est les variants génétiques naturels qu'on a tous, qui vont déterminer si on va progresser rapidement ou lentement, et dans certaines composantes motrices et non motrices. On peut aussi appliquer ça, et je vous donnerai un exemple, à la réponse au traitement, et essayer d'identifier les facteurs individuels qui vont rendre plus susceptibles à avoir des effets indésirables. Vous savez, quand vous prenez un médicament, tout le monde ne réagit pas de la même façon, ni sur l'aspect thérapeutique, ni sur la tolérance du médicament. Et une partie de ces effets-là est liée à des caractéristiques génétiques propres qu'on peut essayer de déterminer. Alors, quelques exemples. On a participé à un effort international, en fait, qui portait sur un variant particulier génétique, le gène GBA, la glucocérébrosidase. Bon, c'est un gène qui est impliqué comme facteur de risque de maladie de Parkinson, qui a un effet très faible et qui n'a pas tellement de pertinence au niveau individuel. Mais par contre, ce qui a été regardé ici, c'est si ce gène-là, ou si des variants dans ce gène-là, pouvaient avoir une influence sur la progression de la maladie sur le plan cognitif. Donc sur les troubles de mémoire, où c'est plus de concentration dans la maladie de Parkinson. Donc ces troubles-là, dans la population générale, c'est ce qu'il y a sur la courbe bleue ici. Vous voyez que ça survient quand même, mais bon, généralement à des âges avancés ou après une très longue évolution de la maladie.
Donc dans cette population, c'était particulièrement important, d'habitude c'est moins que ça. L'ensemble des cohortes qui ont été évaluées, vous voyez que c'est plus de 3000 patients en tout qui ont été utilisés pour cette étude. Si on regarde maintenant les porteurs de ces différents variants du gène GBA, eh bien vous voyez que les profils sont différents. En fonction des différents variants qu'on va porter, on va avoir une propension à développer des troubles cognitifs plus tôt que la courbe bleue de la population générale qui n'a pas ces variants sur ce gène-là. Donc ça, c'est une indication de deux choses. Un, ça permet d'expliquer une partie de la variabilité des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson. Et puis deuxièmement, ça permet de rattacher ce gène, enfin la protéine qui code ce gène, peut-être dans un mécanisme qui est responsable des troubles cognitifs dans cette maladie. Alors on peut utiliser ça, cette information, également pour essayer de faire des modèles mathématiques pour prédire l'apparition individuelle du trouble. Alors pour ça, on utilise des modèles mathématiques et puis cette représentation-là, qui sont ce qu'on appelle des ROC curves, qui mesurent la sensibilité et la spécificité du test qu'on veut utiliser. C'est un classique en médecine. En fait, ces représentations-là, ça a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les sonars pour déterminer si on était capable de faire la différence entre un sous-marin et une baleine. Le problème des militaires à l'époque, c'était de savoir si c'était un sous-marin ennemi ou si c'était une baleine. Et pour ça, ils faisaient des modèles et ensuite ils regardaient quelle était la sensibilité et la spécificité du modèle avec leur sonar pour différencier les deux. Et ce qu'on représente ici, c'est en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est l'air sous la courbe, c'est-à-dire plus on s'éloigne de cette bisectrice qui est le hasard en fait, là on a une chance sur deux de se tromper, plus on est par là-bas, plus on est sensible et plus on est spécifique de ce qu'on veut étudier. Donc en fait, l'air sous la courbe ici, c'est notre indicateur de l'efficacité de notre modèle pour prédire quelque chose. Et cet air sous la courbe ici, elle est représentée ici, c'est 86%, donc on est loin des 50%. Et on dit que c'est cliniquement pertinent quand on s'approche de 90-95%. Donc vous voyez qu'on n'en est pas très loin, on n'est pas encore suffisamment bon, sans doute, pour prédire au niveau individuel. Il faut sans doute améliorer ces modèles-là, et sans doute que le gène GBA n'est pas suffisant pour prédire les choses, mais on s'approche des seuils qui commencent à être cliniquement pertinents. Alors dans ce papier, c'est Clemens Scherzer qui a fait ça à Harvard. Ils vont un peu plus loin, même si je pense que ce n'est pas encore applicable à la clinique, mais ils donnent un exemple de deux patients, Monsieur X et Madame Y, qui ont les mêmes scores cognitifs. Le MMSE, c'est un petit test qu'on fait passer en consultation pour mesurer la cognition en général. Et vous voyez que les deux patients virtuels ont 28 de score, ce qui est tout à fait normal, et c'est le même pour les deux. Ils ont un âge un peu différent, et surtout, il y en a un qui est porteur d'un variant de GBA, et l'autre qui n'est pas porteur. Et donc ce qu'il peut faire avec son modèle, c'est modéliser finalement la probabilité d'avoir une atteinte cognitive au cours du temps, dans les 10 ans qui suivent, chez Monsieur X et chez Madame Y, oui c'est ça. Et vous voyez que alors qu'ils avaient au départ des profils qui étaient très similaires, en tout cas en termes de cognition, leur risque de développer un probabiliste, de développer un trouble cognitif dans les 10 ans qui suivent est complètement différent. Alors quand on montre ça, ça fait presque un peu peur. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de prédire ça? D'abord, c'est une question que posent les patients quand ils viennent nous voir en consultation, même souvent dès qu'on fait le diagnostic, la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que je vais tomber et est-ce que je vais avoir des troubles de mémoire? Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours répondre. Actuellement, on dit on ne sait pas. Avec ce type de modèle, on pourrait apporter des éléments de réponse, qui restent totalement probabilistes, mais enfin, on pourrait apporter des éléments de réponse. Et pourquoi faire? Parce qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui permette de prévenir l'apparition de ces troubles-là. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que la rééducation cognitive et physique dans la maladie de Parkinson, elle est bénéfique pour la progression de la maladie, qu'elle soit motrice ou cognitive.
Faire de l'exercice physique, d'ailleurs c'est vrai pour tout le monde, faire de l'exercice physique c'est bon pour le vieillissement d'une manière générale, et c'est vrai sur le plan moteur et c'est vrai sur le plan cognitif. Donc les gens qui ont une probabilité ou un risque supérieur de développer des troubles cognitifs, on pourrait essayer d'intensifier un peu ces méthodes-là pour essayer de prévenir au maximum et de lutter contre cette probabilité. La deuxième chose, c'est pouvoir identifier les gens qui sont à haut risque de développer un trouble cognitif. Ça permettrait de réduire, ça c'est un graphe un petit peu compliqué, mais de réduire le nombre de patients nécessaires pour faire des essais de prévention. Si un laboratoire pharmaceutique a un traitement pour essayer de ralentir la progression vers des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson, s'il applique ça à l'ensemble de la population, comme il y en a très peu qui vont les développer, il va falloir très longtemps et beaucoup de patients pour pouvoir montrer un effet. Si on est capable d'identifier les patients à haut risque, on peut diminuer, ici ça avait été estimé par 6, le nombre de sujets à inclure. Donc vous voyez qu'on passe d'essais où il faudrait 2000 patients suivis pendant un an pour montrer un effet, ce qui est impossible en pratique, des essais où il faut 250 patients, et ça c'est tout à fait possible en pratique. Donc c'est extrêmement important en fait d'avoir ces outils-là pour le développement de nouvelles molécules. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'il y a un essai thérapeutique en cours au CIC qui cible la protéine dont je vous ai parlé de GBA, le gène GBA. Alors pas sur cette composante cognitive, puisque c'est sur la composante motrice, mais en tout cas, c'est un peu l'idée qu'on a dans le futur pour le développement de médicaments. Alors un des soucis, c'est d'identifier la population cible. Ça va quand on a un gène comme ça, mais comment est-ce qu'on peut identifier les patients qui ont des macrophages qui vont dans le mauvais sens dans le cerveau? Et bien il se trouve que c'est exactement ce qu'on fait dans un projet européen, où l'idée, elle vient du fait que, comme vous savez, malheureusement, il y a eu beaucoup d'essais de neuroprotection dans le Parkinson, dans l'Alzheimer, dans les autres maladies neurodégénératives, et ça a été un échec. Aucun n'a montré qu'ils étaient capables de ralentir la progression de la maladie. Alors il y a plusieurs causes à ça, mais l'un des facteurs qu'on pense important, c'est que le fait que si le traitement ne marche que dans un sous-groupe de patients, à ce moment-là, dans la population générale, on ne va pas trouver l'effet. Si le médicament est efficace que chez les patients jaunes, quand vous allez regarder globalement ce qui se passe dans la population, vous n'allez pas identifier ça. Et a posteriori, on ne peut pas identifier facilement dans un essai thérapeutique les patients chez qui ça a marché. Donc finalement, le médicament il marche, mais il marche dans une sous-population, et aujourd'hui, on n'est pas capable d'identifier cette population. Donc comment on peut faire ? En fait, dans la population de patients parkinsoniens, il existe des sous-groupes déjà, qui sont ces sous-groupes génétiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une mutation qui s'appelle la Parkin, qui est très rare dans la maladie de Parkinson, mais qui est responsable d'une forme particulière à début juvénile. C'est généralement des maladies de Parkinson qui débutent aux alentours de 30 ans. Heureusement, c'est des formes qui sont très lentement progressives. Mais on est tout à fait capable d'identifier les patients qui sont porteurs de ces mutations. Et la Parkin, on connaît un petit peu son rôle, et on sait notamment qu'elle est importante dans les mécanismes de la mitochondrie, de l'organe énergétique de la cellule. Et puis on a montré récemment dans le laboratoire qu'elle pouvait aussi agir sur les macrophages en les hyperactivant. Donc ce qu'on veut faire dans ce projet, c'est identifier les patients de la population générale qui n'ont pas de mutation de la Parkin, mais qui ressemblent à des patients Parkin parce qu'ils ont d'autres variants ou alors ils ont d'autres caractéristiques moléculaires qui ressemblent à la Parkin, et finalement leur maladie, elle va être assez similaire à ceux des patients Parkin. Donc pour faire ça, on utilise des cartes. Il y a des cartes biologiques de tous les différents mécanismes qui sont connus de la maladie de Parkinson. On utilise ces cartes pour sélectionner des variants et des gènes d'intérêt, et ensuite on essaye, ce mot-là, de stratifier les patients en fonction de ces caractéristiques génétiques. Stratifier, ça veut dire trouver les groupes homogènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les bleus, les rouges, les verts, mais pas sur la base de la clinique et de leur progression, sur la base biologique de leur patrimoine inné, puisque c'est à partir de la génétique. Et puis une fois qu'on a identifié ces groupes supposés, on va aller regarder des biomarqueurs,
Et on est capable, et on fait ça justement avec Stéphane, d'essayer d'identifier des macrophages. Les macrophages, on peut les avoir dans le sang. Ce qu'il vous a montré là, c'est dans les cerveaux. On ne peut pas avoir accès au cerveau. Mais à partir des macrophages du sang, on peut regarder si, au moins quand on leur met de la synucléine dessus, s'ils s'hyperactivent ou pas. Et différencier du coup des sous-groupes de patients en fonction de ça. Et on regarde les mitochondries aussi sur des leucites. Donc tout ça, l'objectif, hein, c'est vraiment d'identifier les sous-populations qui seraient prêtes pour des essais thérapeutiques qui cibleraient ces mécanismes-là. Ici, c'était un exemple sur la Parkinson. Alors un dernier exemple, c'est sur la réponse au traitement et les effets indésirables. Vous savez que la maladie de Parkinson, le traitement principal, c'est la lévodopa. On a parlé de prix Nobel tout à l'heure. Arvid Carlsson et Kozias ont aussi eu un prix Nobel pour justement la découverte de l'effet de la lévodopa, qui est le précurseur de la dopamine, sur les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, et c'est utilisé maintenant depuis 50 à 60 ans. Le problème de ces médicaments, c'est qu'ils ont des effets secondaires, comme tous les médicaments, les plus connus et les plus fréquents, mais qui ne sont pas forcément les plus gênants, c'est les nausées, l'hypotension, ça peut donner somnolence, et puis rarement des hallucinations. Mais surtout, ce qui a été montré depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que ces médicaments qui agissent sur le circuit de la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans les circuits de la récompense également, pas que sur le plan moteur, mais ça agit aussi sur le psychisme, la motivation, l'apprentissage, tout ce qui est en rapport en fait avec la récompense. Et il se trouve que quand on traite les patients avec des médicaments dopaminergiques, on peut induire des troubles du comportement qu'on appelle des troubles du contrôle des impulsions, et qui sont les quatre principaux, c'est ceux qui sont décrits là. C'est la fièvre acheteuse, le jeu pathologique, des comportements d'hypersexualité, des addictions à la nourriture. Donc au début on pensait que c'était rare, et finalement on s'aperçoit que c'est pas si rare que ça, puisque c'est 15 à 20% des patients qui sont susceptibles de développer ces troubles. Donc maintenant qu'on le sait, ça va, parce qu'on prévient les gens et puis on leur dit, surtout si ça arrive, vous arrêtez. Quand on arrête le traitement, ça disparaît. Mais c'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui dans la prise en charge des patients parkinsoniens. On avait regardé, nous, dans notre cohorte dont je vous ai parlé tout à l'heure, la prévalence de ces troubles au cours du temps. Alors c'est 20% quand on prend la population à un instant T, mais si on suit des patients qui débutent le traitement, en fait, au cours du temps, vous voyez que ça augmente pas mal, et on est à 50% à 50 des sujets qui vont développer ce genre de troubles, surtout s'ils sont traités avec un des médicaments qui sont les agonistes dopaminergiques, beaucoup moins avec la substance naturelle qui est la lévodopa. Mais c'est un vrai problème de santé publique, et ces médicaments d'ailleurs sont sur les listes de l'agence du médicament à surveiller, parce que à cause de ces effets indésirables. Donc l'idée là, c'est est-ce qu'on est capable de prédire les sujets qui vont développer ça pour leur donner des doses moindres, ou essayer de leur donner d'autres médicaments alternatifs. Alors je vous ai parlé de génétique. Est-ce qu'il y a de la génétique? Est-ce que c'est génétique d'être joueur? Je ne sais pas si c'est génétique, mais c'est familial en tout cas. En tout cas, les études le montrent, c'est-à-dire que le fait d'avoir des antécédents familiaux, je suis désolé, c'est en anglais, de jeux pathologiques, ou d'addiction en général, c'est un facteur de risque de développer soi-même un jeu pathologique. Il y a des facteurs environnementaux aussi, hein. Si on habite à côté d'un casino, on a plus de risques d'être joueur. Mais l'héritabilité, donc la part génétique, elle est quand même estimée aux alentours de 50% dans la population générale. Et dans la population générale, c'est à peu près 3%. Vous voyez, 3% par rapport à 15%, c'est quand même très différent sous traitement dopaminergique. Alors dans la maladie de Parkinson, l'environnement, en fait, bon, c'est vrai que si on habite près d'un casino, il y a plus de risques, mais en fait l'environnement, c'est surtout le médicament. Je vous ai parlé, le facteur principal, c'est de prendre des médicaments à forte dose, et notamment de ces agonistes dopaminergiques. Mais dans les études qui ont été faites, il y avait aussi le fait que ces histoires familiales de jeux pathologiques sont un des facteurs de risque de développer ce type de trouble. Du coup, on a regardé, il y a
eu plusieurs études qui ont essayé de déterminer quels étaient les gènes qui pouvaient être associés à ces troubles du comportement chez les patients parkinsoniens. Ça a aussi été fait dans la population générale. Donc là, vous n'y comprenez rien, il y a tout un tas de trucs avec des numéros. Tout ça, ce sont des gènes en fait, qui ont été identifiés dans différentes études. Vous voyez que les premières, c'était 2009-2012. Nous, on a eu des résultats là récemment sur une étude nationale française qui était la plus grande. Hein. Pour l'instant, ça reste des petites études. Et vous voyez qu'on a une dizaine, une quinzaine de gènes en fait, qui pourraient être impliqués dans l'apparition de ces troubles qui sont associés. Après, si on prend un seul de ces gènes, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on a un variant sur ce gène DRD3 qu'on va développer un trouble. Le risque, il est augmenté de 1,2, 1,3. Donc finalement, ça n'a pas de valeur prédictive individuelle si on prend un seul gène. Donc l'idée qu'on a eue, c'est d'en prendre plusieurs et de voir si on mettait l'information génétique de l'individu, est-ce que ça permettait d'améliorer la prédictivité. Donc pour ça, on a utilisé une cohorte qui s'appelle PPMI, qui est une cohorte internationale à laquelle on participe, financée par la Michael J. Fox Foundation. Et l'avantage, c'est que les patients qui sont suivis dans cette cohorte sont des patients qui n'avaient pas débuté le traitement. Donc ils sont suivis au cours du temps, ils n'avaient pas encore débuté le traitement, puis on les a suivis au cours du temps. Et lors des visites de suivi, il y avait un questionnaire spécifique sur ces troubles du comportement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en gros, vous voyez qu'après 2-3 ans d'évolution, il y avait 19%, 20% des sujets qui présentaient un trouble dont j'ai parlé. L'autre chose qui est particulier dans cette cohorte, c'est que tous les sujets qui ont participé à la cohorte ont eu un séquençage de leur génome entier. Donc on a toute l'information génétique qu'on veut à partir de cette cohorte. Donc à partir de là, on a fait deux choses. La première chose, c'est qu'on a, comme ça avait été fait dans la population générale, essayé d'estimer l'héritabilité du trouble. On peut faire ça à partir du génome entier. Et on retombe à peu près comme sur la population générale, c'est-à-dire 50% à peu près d'héritabilité. Donc il y a une part génétique qui est très importante. La deuxième chose, c'est qu'on a fait notre modèle de prédiction à partir de deux choses différentes, soit que des facteurs cliniques, c'est-à-dire en fonction de l'âge, du sexe, de la durée de la maladie, et puis bien sûr du traitement que prenaient les patients. Et puis on a fait un autre modèle où on a pris les mêmes facteurs cliniques, mais on a ajouté l'information génétique des 13 gènes candidats que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'on a trouvé, notre courbe ROC là de tout à l'heure, c'est ça. Si on prend que la clinique, que les facteurs cliniques, et ben vous voyez que le modèle est très mauvais. On est très proche du hasard et on n'est pas du tout capable de prédire au niveau individuel aujourd'hui l'apparition de ces troubles. L'air sous la courbe, elle est de 70%, c'est vraiment pas bon. Si on ajoute l'information génétique à cette information clinique, donc si on fait ce qu'on appelle un modèle clinico-génétique, on améliore considérablement la prédictivité du modèle avec une AUC qui est à 87% et qui, encore une fois, n'est pas si loin d'une application potentielle clinique. On n'est pas encore au seuil qu'il faut pour pouvoir le faire, mais on n'est sans doute pas si loin. Donc le projet qui est mené aujourd'hui, c'est ce projet-là qui s'appelle Predict ICD. Donc ICD, c'est Impulse Control Disorder en anglais. Donc c'est pour essayer de prédire ces troubles-là chez les patients, avec deux étapes. Une première étape, c'est de trouver les gènes. Donc vous voyez, 3200 patients, c'est un consortium international qu'on a monté ici à l'ICM, chez qui on va faire des séquençages du génome. Alors ce n'est pas le génome entier, mais vous voyez qu'on aura 10 millions de variants à explorer, donc c'est quand même pas mal. Et à partir de là, essayer de trouver, en répliquant les résultats, les variants qui sont les plus pertinents à utiliser dans un modèle de prédiction. Et les modèles de prédiction, on travaille avec Olivier Colliot et l'équipe de Stan Medurleman ici à l'ICM, qui sont une équipe INRIA et qui connaissent bien les mathématiques, notamment qui font de l'intelligence artificielle, du machine learning. Moi, je ne connais pas grand-chose à ça, mais ça permet de construire ces modèles de prédiction à partir d'une grande cohorte, qui est la cohorte française NSPARC, dont je vais vous parler après, et on espère atteindre les seuils qu'il faudra pour pouvoir un jour prédire les patients qui sont à risque de développer ces troubles. Ou ce qu'on voudrait en fait faire, c'est prédire la dose qu'on peut donner sans avoir les troubles en question. Enfin, donc juste un mot sur cette cohorte, c'est important parce que
dans ce type de recherche-là, on est un petit peu dans les big data, là, dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut un nombre important de données. Et on a la chance en France d'avoir un réseau de recherche clinique qui est dédié à la maladie de Parkinson, qui s'appelle NSPARC, qui a été financé par le PIA1 et qui est soutenu par l'INSERM et puis par l'ICM, que je co-coordonne avec Olivier Rascol et Franck Durif, et qui rassemble les 24 centres experts français du Parkinson, qui sont sur cette carte-là. Donc tous les centres experts participent à ce réseau. Et dans le cadre du réseau, on a mis en place un dossier patient en ligne unique, qu'on remplit tous, et sur lesquels on a toutes les informations des patients, de tous les patients qui sont suivis dans ces centres-là. Ça donne la possibilité d'avoir accès à un recueil longitudinal de toutes les données de ces patients. Et aujourd'hui, on a plus de 22 000 patients qui sont dans cette base de données. Donc c'est quelque chose, tout ça bien sûr c'est déclaré à la CNIL, etc. C'est fait dans les conditions qu'il faut pour pouvoir le faire. Et on est en train d'essayer d'avoir des financements pour associer à ces données qui sont pour l'instant que cliniques, une biobanque, pour pouvoir avoir accès aux marqueurs, et les combiner ensemble, et puis faire des modèles de prédiction, que ce soit pour les troubles du comportement dont je vous ai parlé, ou d'autres types de progression. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je voudrais remercier particulièrement l'ensemble des médecins. Vous voyez, c'est coordonné à l'ICM, mais il y a énormément de centres français qui participent à ces études. On travaille aussi avec des consortiums internationaux pour pouvoir avoir des nombres suffisants pour faire les choses, avec beaucoup d'équipes de l'ICM. Et puis, sans vous, on ne peut rien faire. Donc, tous nos donateurs qui sont listés ou pas listés, dont vous faites partie, sont extrêmement importants pour toutes ces recherches. Merci beaucoup. Je suis Marie-Laure Belter, je suis neurologue et chercheur à l'ICM. Donc, dans le cadre de cette journée dédiée à la maladie de Parkinson, je vais vous parler de la problématique qui m'intéresse plus particulièrement, qui est celle du problème de marche, du trouble de la marche et des chutes dans le cadre de cette pathologie dégénérative. Je vais prendre deux exemples de recherches qui sont menées ici à l'Institut, une recherche relativement translationnelle et une recherche plus applicative, et qui vont vous éclairer sur un peu aussi le rôle des plateformes dans cet institut dédié à la recherche. Donc, je ne vais pas revenir sur la maladie de Parkinson elle-même, vous savez que c'est un grand problème de santé publique. Et en fait, pour nous, c'est aussi un moyen de comprendre le problème des chutes dans la population générale, puisqu'à côté de la démence, c'est quand même un autre grand problème de santé publique pour les patients âgés. Alors, la maladie de Parkinson, c'est 1% après 65 ans, c'est 3% après 75 ans, donc c'est quand même 200 000 patients qui sont confrontés à ces difficultés. Et vous savez qu'il y a des phases évolutives dans cette maladie. On va parler de Parkinson de novo au tout début de la maladie, quand les premiers symptômes apparaissent. Et puis peut-être même maintenant, ce sera même avant, puisqu'on sait qu'il y a des symptômes qui ne sont pas moteurs, qui surviennent parfois des années avant le premier signe. Et puis il y a la phase qu'on appelle de lune de miel, où on prend les traitements, les patients vont bien. Puis apparaissent des difficultés avec ces médicaments, dont a parlé un petit peu le professeur Corvol, avec les problèmes d'effets secondaires, en particulier ce qu'on appelle les fluctuations, les dyskinésies liées au traitement. Et puis va apparaître cette phase de symptômes qu'on appelle résistants au traitement. C'est-à-dire des symptômes pour lesquels, malgré les traitements dopaminergiques, on ne va pas avoir beaucoup d'efficacité thérapeutique. Il y a deux grands troubles qui sont ce dont je vais vous parler, les troubles de la marche, les chutes, et puis les troubles cognitifs. Alors en fait, les troubles de la marche sont présents à tous les stades de la maladie. Vous voyez bien que dans la maladie de Parkinson, de façon assez rapide, la marche est assez ralentie, avec un pas raccourci, des gens qui vont marcher moins vite. Et puis va apparaître au fur et à mesure du temps cette instabilité posturale avec la survenue de chute, et ce symptôme très caractéristique qui est le freezing de la marche, qui se manifeste par des arrêts instantanés de la marche.
Les patients sont en train d'avancer, de vouloir aller à droite, à gauche, faire un demi-tour, en particulier dans ces situations qui ne sont pas de la marche, on appelle nous automatique, lancée. Alors il y a des blocages, il y a un arrêt soudain, qui peuvent entraîner des chutes. Et la difficulté, c'est que ces symptômes, qui sont les chutes, le freezing de la marche, sont plus ou moins améliorés par les médicaments, voire pas du tout, et vont évoluer pour leur propre compte au cours de la maladie, et vont survenir après 10 ans chez pratiquement 3/4 des patients parkinsoniens. Donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre à l'intérieur de ce système nerveux, ici central, qui est représenté avec différentes régions, en haut le cortex, au milieu ces régions qu'on connaît bien dans la maladie de Parkinson, qui sont les ganglions de la base, avec ce réseau très complexe dont l'activité est modulée par la dopamine, qui fait défaut dans cette maladie, et puis des régions plus profondes ici, qui sont dans le tronc cérébral, voilà, ici, les ménères, et le cervelet. Et toutes ces structures, chez l'homme, participent à la capacité de marcher, de tenir debout et d'évoluer dans un espace, dans un environnement, en étant capable de tenir compte de tout ce qu'il va y avoir autour de nous, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, il faut tourner à droite, à gauche, faire demi-tour, etc. Tout en restant debout, alors qu'on est la plupart du temps sur un pied, une jambe. Donc, dans cet institut, on a plusieurs outils à notre disposition pour essayer de progresser sur cette problématique. Et en particulier, une plateforme qu'a évoqué M. Brice tout à l'heure. Ici, je vous ai montré une photo de la plateforme d'analyse du mouvement qui se trouve au premier étage de cet institut, qui est une grande pièce où il y a beaucoup d'outils, on peut dire ça comme ça. J'essaie de retrouver ma souris, voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un... Voilà. Donc vous avez... ici, c'est une plateforme qui est dans le sol, sur laquelle on demande aux gens de marcher. Donc on va pouvoir mesurer très finement leurs paramètres de marche. Ici, vous avez des caméras, qui sont des caméras infrarouges, donc qui vont nous permettre de reconstituer le mouvement en 3 dimensions. Vous voyez, ici, je vous ai mis l'exemple d'un patient sur lequel on a mis plein de petits marqueurs sur le corps. Et en fait, on est capable de reconstruire a posteriori, de façon très fine, les mouvements exécutés et de mesurer la vitesse de marche, la longueur du pas, la capacité posturale des sujets. D'accord ? Cette plateforme, elle fait partie du centre de neuroimagerie de recherche, qui intègre l'ensemble des plateformes dédiées à l'étude de l'homme, et on peut faire des IRM de très haut niveau pour regarder très finement et faire des corrélations entre les capacités de marche et d'équilibre d'un sujet et ces données en imagerie. Quels sont les réseaux, où ça se situe dans le cerveau. Et puis d'autre part, ça va nous permettre d'évaluer de façon objective l'effet d'un traitement chez nos patients, ou l'effet d'une intervention quelconque. Donc le premier exemple dont je vais vous parler, c'est une recherche plutôt translationnelle. Donc notre objectif ici, c'est d'essayer de comprendre et d'identifier les populations neuronales dans une région qui s'appelle la région locomotrice mésencéphalique, qui est une région très profonde dans le tronc cérébral. On sait que chez l'animal, quand on va stimuler électriquement cette région, on va déclencher de la locomotion. Et chez l'homme, on ne connaît pas très bien ces régions cérébrales, quel type de population neuronale, quelles en sont les fonctions exactement. Donc c'est un travail translationnel, parce qu'on a une partie très fondamentale, et on a une partie chez les patients. La première étape pour nous, c'est d'identifier ces 2 régions. Donc on est dans le tronc cérébral, on est dans la région locomotrice mésencéphalique, mais finalement on ne sait pas très bien où est-ce qu'il faudrait agir pour améliorer au mieux les troubles de la marche de nos patients. Donc on a un programme de recherche qui est financé par la Michael J. Fox Foundation. Et en fait, l'idée c'est de regarder sur du tronc cérébral humain post-mortem, donc chez des gens qui ont donné leur corps à la science, d'aller récupérer le tronc cérébral, de faire différentes manipulations biologiques, biochimiques dessus. Ensuite, on le passe dans une IRM, ici. Donc on a dans l'Institut des IRM à très haut champ, pour des petits animaux, mais la taille du tronc cérébral, c'est comme un petit animal. Donc on met le tronc cérébral dans ces IRM de très haut niveau, qui permettent d'avoir des résolutions de l'ordre de 200 microns. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a coupé le tronc cérébral en fines tranches, et on a essayé de marquer les différentes populations de neurones. Est-ce que c'est des neurones qui font de l'acétylcholine, du glutamate,
ou d'autres neurotransmetteurs. On le sort de l'IRM, on fait des coupes, et on va marquer avec différents types de marqueurs les neurones. Donc ici, je vous ai représenté des neurones acétylcholine. Voilà. Et donc on va pouvoir cartographier comme ça très précisément, en lien avec la plateforme d'histologie qui est dans l'Institut, aussi ici, différentes populations neuronales. Et à partir de ces cartes de neurones, on va reconstruire dans l'IRM du tronc cérébral qu'on a fait au début, la répartition des différentes populations neuronales, et on va identifier à l'intérieur, de façon très précise, où sont nos neurones d'intérêt. Pourquoi on fait ça? Pour aller ensuite positionner des électrodes de stimulation dans ces structures, pour cibler de façon très précise les neurones qui sont dysfonctionnants, ou qu'on pense être dysfonctionnants dans la maladie de Parkinson. Voilà. Donc ici, c'est l'exemple d'un patient à qui on a mis, vous voyez, cette électrode qui descend dans le tronc cérébral. Donc on a le scanner du patient après l'intervention, où on peut voir les artefacts de l'électrode, hein, des contacts, qu'on va repositionner à l'intérieur de notre tronc cérébral post-mortem avec marquage des neurones. D'accord? Et ça nous permet, ici, l'objectif c'est de cibler cette zone rouge ici, vous voyez, qui sont nos neurones cholinergiques d'intérêt qu'on a marqués auparavant. Donc ce programme, il est réalisé dans le cadre d'un programme de recherche clinique. Au centre d'investigation clinique, on a prévu d'opérer 12 malades qui souffrent de troubles de la marche, de chute, pour lesquels les traitements n'ont pas d'efficacité. Donc c'est quand même un programme très lourd, neurochirurgical, d'implantation d'électrodes. Avec la recherche clinique comme on l'a fait, c'est-à-dire des études randomisées, contrôlées, où les patients sont évalués par un médecin qui ne sait pas quelles sont ses conditions de stimulation, et on va stimuler différents endroits du tronc cérébral, et parfois les patients n'ont pas de stimulation, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une évaluation le plus objective possible de l'effet de la stimulation, sachant, pour être sûr, est-ce que oui ou non, ce traitement a une efficacité chez ces patients. Donc on a commencé, on a déjà opéré 4 patients, on va en faire un 5e bientôt. L'autre chose, c'est que ça nous permet de comprendre aussi le rôle de ces fonctions, de ces régions cérébrales chez l'homme, à l'aide des électrodes. Vous voyez, là c'est un schéma, les électrodes sont dans le cerveau. En fait, on peut les connecter à un système qui permet de recueillir l'activité à l'intérieur du cerveau avec ces électrodes. Et en même temps, on demande aux patients de marcher sur notre plateforme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut à la fois mesurer très finement des paramètres de marche, à l'aide de tous ces systèmes dans cette salle que je vous ai montré tout à l'heure, en lien avec l'enregistrement de l'activité de ces régions cérébrales en même temps. Voilà, ça c'est le type de signal neurologique, hein, c'est l'activité neuronale qu'on enregistre, et on peut coupler avec des analyses fines pour comprendre comment ces régions cérébrales déclenchent, participent au contrôle de la marche et de l'équilibre chez l'homme, et comment ça dysfonctionne éventuellement chez ces patients. Voilà. Donc c'est un premier exemple, c'est très translationnel, fondamental, plusieurs plateformes qui sont appliquées à l'ICM, donc beaucoup de chercheurs avec des compétences différentes, des gens qui font de l'histologie jusqu'à des gens qui sont plutôt cliniciens comme moi. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un peu différent, mais toujours dans la même thématique, parce que l'objectif, c'est quand même d'aider ces patients. Donc, on a, comme l'a dit M. Corvol, l'activité physique est essentielle dans la prise en charge de la maladie de Parkinson à tous les stades. Aujourd'hui, les troubles de la marche et les chutes, les traitements médicamenteux sont décevants. Il y a quelques données récentes qui suggèrent quelques effets. La stimulation, vous voyez, on essaye, mais c'est quand même assez difficile. C'est lourd, c'est potentiellement dangereux pour les patients. Donc, on sait que l'activité physique, ça peut améliorer la vitesse de marche, la longueur du pas, les capacités même cognitives éventuellement des patients. Donc, l'idée, c'est de se dire, oui, c'est vrai, la kinésithérapie, c'est bien, l'activité physique, c'est bien, mais pour les patients, c'est compliqué d'avoir accès à une activité physique soutenue, régulière, dans le temps, sur la durée. Quand vous avez une maladie chronique, une première année, on est motivé, on va chez le kiné, etc. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Les symptômes évoluent. Donc c'est assez compliqué. Et en plus, les patients ont du mal à accéder aux thérapeutes. Donc il faut essayer de leur donner les moyens de se traiter aussi par eux-mêmes en lien avec le thérapeute. D'où l'idée, hein, c'est pas nous qui avons l'idée, ça fait quelques années qu'il y a quelques études comme ça où on a proposé des jeux
commerciaux. Là, c'est les jeux du commerce. Vous pouvez aller acheter la Wii, la Kinect, et puis faire, je sais pas, vous voyez ici, c'est du bowling à la maison. Donc il y a des effets positifs. Le problème, c'est que c'est totalement non spécifique. On ne sait pas, est-ce que c'est bien adapté aux patients qui ont la maladie de Parkinson? Est-ce que ça va leur convenir? L'avantage, c'est qu'on le fait quand on veut, on le fait à la maison, quand on est disponible, c'est amusant et on peut jouer à plusieurs, donc il y a du lien social qui peut tourner autour de ça. Donc on a créé un laboratoire commun, ici dans l'Institut. C'est un appel d'offres de l'Agence nationale de la recherche, donc on a été financé pour le faire, sur la thématique du jeu thérapeutique, du jeu vidéo thérapeutique, avec potentialité assez importante dans tous les domaines de la neurologie et de la psychiatrie. Mais l'objet, c'était de traiter les troubles de la marche et de l'équilibre chez les patients parkinsoniens. Donc on s'est appuyé sur ce qu'on connaissait des nécessités de prise en charge rééducative de ces malades. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire big and fast, grand et vite, des mouvements amples. Notre objectif, c'était de travailler la marche, l'équilibre, et d'utiliser la capacité de ces patients à être améliorée par ce qu'on appelle des indissages. C'est-à-dire que si on met un indissage visuel, un stimulus extérieur, on est capable d'améliorer sa longueur de pas, sa marche, son équilibre. Donc on a travaillé une année avec une kinésithérapeute, qui a été ingénieure de recherche, et on a établi les mouvements, vous voyez, donc, les grands mouvements, les bras, les jambes, le tronc, que les patients devaient exécuter dans le jeu. Et on a construit un jeu, je vais vous le montrer, un prototype. Et on a fait ce qu'on appelle une étude pilote. Donc encore une fois, une étude en recherche clinique, au centre d'investigation clinique, une promotion INSERM, d'accord de comité d'éthique, etc. L'objectif, c'était de faire 18 séances à raison de 2-3 séances par semaine, comme on fait normalement la kiné, hein, on a plus qu'existant, on va dire, et de voir si c'était faisable et que les patients acceptaient bien ce type de prise en charge. Donc on a regardé les patients avant, on a fait ce qu'on appelle une évaluation à baseline au moment de l'inclusion, et puis on les a fait jouer, on les a regardés après, et on a regardé aussi ce qu'on appelle l'effet de rétention. Est-ce que 3 mois après, les patients gardent un bénéfice d'avoir fait cette rééducation? Et puis, là encore, on les a mis sur la plateforme, on les a bien évalués, toutes les capacités de locomotion, d'équilibre, avant et après. Donc voilà, je vous montre. Donc c'était un petit animal. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est un système de Kinect, donc ça capture les mouvements que vous faites. Et quand vous bougez, en fonction des mouvements demandés, voilà, c'est un patient, vous faites bouger l'animal. Si je lève le bras gauche, la patte gauche avant de l'animal se lève. D'accord? Une autre patiente. Ouais. Donc il y avait 3 environnements. Vous avez vu, il y a le jardin, la mine. Il y a un dernier environnement, c'est sur une rivière. Et donc là, c'est plus pour travailler au niveau de l'équilibre du tronc des patients. Et bien sûr, des performances. C'est-à-dire, comme tout le monde, on joue, c'est pour gagner, quoi. Donc il fallait ajuster la capacité de performance. C'est-à-dire que l'idée du jeu, c'est qu'il faut que les patients soient capables, se sentent capables et compétents. La notion de compétence est très importante dans le maintien de la motivation à faire quelque chose. Donc ce qu'on a vu, c'est que en fait, on avait une bonne acceptabilité, une bonne faisabilité. Notre objectif, c'était que les patients jouent 40 minutes environ à la fin, et 7 sur 10 patients trouvaient les jeux amusants. Il y avait quand même, tous les patients étaient shooters à l'inclusion, et 7 sur 10 à la fin des séances n'avaient plus de chute. Donc si je vous montre un peu plus en détail, vous voyez, alors au début, en fait, ça c'est la première séance, ici, voilà, la 9e séance, la 18e séance, donc progressivement on a augmenté la durée du jeu, on est passé de 15 minutes à la première séance à 40 minutes à la fin, ce qui était nos objectifs. Le nombre de mouvements exécutés, à la fin, à la dernière séance, les patients font environ 1000 mouvements. C'est quand même beaucoup, c'est même énorme, je pense. Et si on vous dit avant vous allez faire 1000 mouvements, vous allez dire ah non, je ne fais pas 1000 mouvements. Alors qu'avec le jeu, finalement, sans s'en rendre compte, les patients font énormément de mouvements, et c'est ce qu'il faut faire. Et enfin, la performance était bonne. Elle-même s'améliorait un petit peu, elle était de plus de 90%, ce qui est très important pour que les gens aient envie de continuer à jouer. Et si on regarde des paramètres plus cliniques, de troubles de la marche, donc ici c'est une échelle de sévérité du freezing, donc à la fin des 18 séances, donc c'est avant, 18 séances, 3 mois plus tard, donc plus c'est haut, plus c'est sévère,
il y avait une diminution significative de ce score de sévérité du freezing. Ici, des signes, ce qu'on appelle axiaux, c'est-à-dire quand on évalue les patients, la marche, l'équilibre, la posture, d'accord? Voilà. Ici aussi les signes axiaux. Et ce qu'on appelle l'ABC scale, c'est la peur de tomber. C'est-à-dire que les gens se sentaient plus en confiance, avaient moins peur de tomber dans leur vie quotidienne et dans les activités de la vie quotidienne. Donc on a fait cette étude pilote. Maintenant l'objectif pour nous c'est de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de valider l'efficacité de l'outil. Et donc on va faire ce qu'on appelle une étude randomisée. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont jouer avec le jeu versus des patients qui ne vont pas jouer avec les mouvements, qui vont simplement jouer sur le clavier d'ordinateur ou sur la tablette. Donc ils feront le jeu mais sans les mouvements. Et c'est tiré au sort et on fait une évaluation avant, une évaluation à la fin. Cette évaluation, elle est évaluée par un cotateur qui ne sait pas dans quel groupe le patient a été tiré au sort pour valider l'efficacité. L'étape d'après, pour nous, c'est de valider l'aspect, on va dire, médico-économique. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi pour la société à ce que, en dehors de l'efficacité clinique, pour la société et le patient, et les aidants aussi, bien sûr, que les patients jouent. Et on peut le faire grâce à tous nos outils numériques, hein, ça se fait ici donc, au laboratoire commun, avec une plateforme numérique. En fait, le patient, pour jouer, il va se connecter sur Internet et il a le jeu à la maison. Donc voilà, donc ce sont deux exemples de ce qu'on fait dans ce domaine, avec des approches vraiment différentes, mais une problématique commune, et des intervenants qui travaillent vraiment de façon transdisciplinaire avec toutes les plateformes. Et bien sûr, évidemment pas toute seule, comme je viens de le dire, avec toutes les personnes qui participent à ça. Voilà. Donc maintenant, on va répondre tous ensemble aux questions.